Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi. Et concrétisant les engagements du président de la République Abdelmadjid Tebboune et son homologue italien Sergio Mattarella visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Un nouvel accord dans le domaine de la coopération sécuritaire a été signé aujourd'hui entre les ministres de l'Intérieur des deux pays. Les détails dans un instant. Suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a appelé hier lors de la réunion du Conseil de sécurité qu'elle a convoqué à l'application urgente des décisions de la Cour internationale de justice, confirmant une position saluée par les Palestiniens. Et dans un tournant alarmant, 13 donateurs, dont des puissances internationales telles que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, se retirent de l'UNRWA, principale bouée de sauvetage pour plus de 2 millions de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, cautionnant ainsi la machine criminelle de l'armée sioniste qui a récidivé hier en lançant de nouvelles frappes meurtrières, faisant au moins 150 martyrs durant les dernières 24 heures. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi. La réunion s'est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République, Boala Boalem, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, ainsi que du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounes Makarman. Concrétisant les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien Sergio Mattarella visant à renforcer la coopération conjointe. Mais avant, je vous invite à écouter cette déclaration. Je remercie le président de la République pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. Cette rencontre était une occasion pour lui de présenter un compte-rendu de la réunion de travail que j'ai eue avec mon homologue algérien et couronné par la signature du nouvel accord dans le domaine de la coopération sécuritaire. Cet entretien était aussi une occasion pour nous de suivre avec intérêt les points de vue du président de la République relatifs aux différentes questions et afin de renouveler notre grande satisfaction quant aux relations d'amitié liant les deux pays depuis longtemps, basées sur une vision commune, une amitié qu'on s'est promis de renforcer davantage. Voilà, c'était là la déclaration du ministre de l'Intérieur italien, Matteo Piantedosi, au sortir de sa rencontre avec le président de la République. Et je le disais, concrétisant les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien Sergio Mattarella, visant à renforcer la coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, s'est entretenu avec son homologue italien Matteo Piantedosi, qui ont été élargis aux délégations des deux pays au cours desquelles les deux parties ont discuté des domaines de coopération en matière de sécurité, couronnés par la signature du nouvel accord dans le domaine de la coopération sécuritaire après son actualisation conformément aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière. Plus de précisions avec Mme Damis. Et l'Italie ont signé un nouvel accord en vue de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour l'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. La situation stratégique de l'Algérie fait d'elle le portail de l'Afrique. De son côté, l'Italie est considérée comme le portail de l'Europe, ce qui offre des perspectives prometteuses pour notre partenariat et un moyen pour le renforcement de nos relations.
Il ne faut pas oublier le soutien de l'Italie à l'Algérie durant la glorieuse guerre de libération nationale et la période difficile qu'elle a traversée dans les années 90. C'est pour cette raison que nous devons renforcer nos relations. S'agissant des questions sécuritaires, il y a 0 immigré clandestin vers l'Italie et cela grâce au travail continu des autorités des deux pays. Nous avons signé un accord important qui met un accent particulier sur tout ce qui en suivra. La concrétisation constitue le cadre d'une coopération majeure entre la police et les organes de sécurité des deux pays. La collaboration effective réside dans la confrontation et la prévention de phénomènes criminels extrêmement graves tels que la cybercriminalité, le trafic d'êtres humains et d'autres crimes menaçant nos sociétés. Nous avons convenu de mettre en œuvre rapidement cet accord et prévoyons de nous rencontrer prochainement. En réalité, l'amitié profonde liant l'Italie à l'Algérie va au-delà de cet accord. Pour nous, l'Algérie est un partenaire incontournable d'une importance cruciale dans toutes les questions stratégiques en ce qui concerne la région de la Méditerranée. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux est consolidée par des liens de coopération dans plusieurs domaines visant à renforcer le partenariat entre les deux pays. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Intérieur italien Matteo Piantedosi, qui effectue une visite officielle en Algérie en compagnie du vice-ministre italien des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Edmondo Cirelli. À cette occasion, les deux ministres ont évoqué les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie, saluant l'évolution de ces relations durant les dernières années au niveau politique, économique et humanitaire. Et lors de la réunion du Conseil de sécurité convoquée par l'Algérie suite aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a appelé hier à l'application urgente des décisions de la Cour internationale de justice, confirmant par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies à New York que l'ère de l'impunité est révolue à jamais. Plus de précisions avec Amel Bouarba. Porte-voix des causes justes, l'Algérie a plaidé haut et fort lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité qu'elle a convoquée hier pour l'arrêt du génocide perpétré contre les Palestiniens et l'acheminement de l'aide humanitaire. La veille, les membres du Conseil de sécurité avaient approuvé à l'unanimité le projet de communiqué de presse présenté à l'initiative de la mission permanente de l'Algérie à New York, mettant en avant le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Gaza. La décision historique de la Cour internationale de justice confirme que l'ère de l'impunité est révolue à jamais et que les Nations unies et la communauté internationale se sont engagées à ne laisser aucun criminel échapper à la sanction. L'occupant sioniste ne doit pas faire l'exception ni déroger à cette règle. Les mesures conservatoires exigées par la Cour internationale de justice doivent être appliquées pour protéger le peuple palestinien contre le génocide qu'il subit. Les ambassadeurs de la Palestine et de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies ont salué le combat inlassable de l'Algérie pour soutenir le peuple palestinien au Conseil de sécurité. Nous remercions l'Algérie qui a convoqué cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour prendre des mesures conservatoires dans l'action intentée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste pour génocide à Gaza. Je remercie les membres du Conseil de sécurité et la délégation algérienne qui nous offrent cette opportunité pour parler de la question palestinienne. Nous avons écouté plusieurs interventions et notamment celle du chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, qui a décrit le désastre humanitaire à Gaza. La démarche de l'Algérie a suscité de multiples réactions. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que l'Algérie, qui est membre permanent, s'autorise à effectivement proposer une solution qui est une solution de droit, tout simplement, humanitaire, et non pas une solution politique, une solution qui mobilise plutôt des principes humains, peut-être l'espoir qu'il y ait une solution à minima. L'Algérie a de tout temps soutenu la cause palestinienne. Le peuple algérien est un peuple valeureux qui a connu les affres du colonialisme. C'est pour cela qu'il se tient du côté des oppressés. La réunion du Conseil de sécurité à la demande de l'Algérie est une initiative importante pour débattre des décisions de la Cour internationale de justice concernant les mesures conservatoires imposées à l'entité sioniste.
En convoquant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour la mise en œuvre des décisions de la Cour internationale de justice, l'Algérie met la communauté internationale et l'organe onusien devant ses responsabilités. Je salue les positions fermes de l'Algérie, peuple et gouvernement qui soutiennent le peuple palestinien. Nous nous inspirons de la révolution algérienne et nous nous engageons à libérer la Palestine comme l'a fait le peuple algérien durant sa révolution. Devant les atrocités commises dans l'impunité totale par l'entité sioniste, l'Algérie appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour faire cesser la machine de guerre sioniste. Et toujours s'agissant de la situation dans la bande de Gaza, 5 rapporteurs des Nations Unies ont dénoncé aujourd'hui les attaques contre les médias dans la bande de Gaza, critiquant la stratégie délibérée de l'entité sioniste visant à réduire au silence les journalistes. Les attaques ciblées et les assassinats de journalistes constituent des crimes de guerre. Ces attaques contre les médias à Gaza et les restrictions imposées aux autres journalistes pour accéder à Gaza, combinées à de fortes perturbations d'Internet, constituent des obstacles majeurs au droit à l'information. Selon les informations dont dispose l'ONU, plus de 122 journalistes et professionnels des médias sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression sioniste contre cette même bande le 7 octobre dernier. Et la machine criminelle de l'armée sioniste a récidivé hier. De nouvelles frappes meurtrières contre la bande ont été lancées. D'après des témoins sur place, des tirs d'artillerie ont visé l'hôpital Nasser, où des milliers de civils se sont réfugiés. Les bombardements aériens sionistes ont fait 150 martyrs durant les dernières 24 heures, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Willy Yousfi, les détails. 118 jours après le début de l'agression sioniste, 119 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier à la suite de bombardements par l'entité sioniste à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Dépassé par les événements, cet hôpital accueille plusieurs dizaines de victimes par jour. Selon un rapport de la conférence de l'ONU, plus de la moitié des bâtiments de Gaza est endommagé. L'enclave palestinienne est aujourd'hui inhabitable. L'hôpital est totalement encerclé. Ajoutez à cela, il y a 7000 personnes déplacées qui se sont réfugiées ici depuis 7 jours. Nous n'avons pas pu leur envoyer de médicaments, de nourriture ou de produits de première nécessité. Depuis la décision de la Cour internationale de justice, près de 400 martyrs sont tombés, ce qui démontre que l'armée sioniste cible bel et bien des civils et des hôpitaux, en interdisant l'entrée de carburant et en perturbant le déplacement des équipes de secours. Tout cela démontre une fois de plus la politique génocidaire de l'entité sioniste. Un génocide qui a fait jusqu'à aujourd'hui près de 30 000 martyrs. Ces enfants se sont rassemblés par dizaines pour crier leur désarroi, couverts pour la plupart d'un drap blanc en hommage aux nombreuses victimes qui sont tombées depuis le 7 octobre dernier. Ma fille et moi sommes venus avec des linceuls entre nos mains. Que tout le monde soit témoin. On risque d'être bombardé à n'importe quel moment, même si nous sommes rassemblés ici pacifiquement. Notre rassemblement a pour objectif de porter la voix de la femme palestinienne. Nous avons toutes perdu un enfant, un mari, un frère ou un père. La position de l'Algérie dans le dernier Conseil de sécurité restera dans les annales. Les Palestiniens n'oublieront jamais cela. Près de 4 mois après le début de l'agression sioniste, la bande de Gaza est aujourd'hui dévastée. L'OMS dénonce la situation inhumaine dans laquelle se trouve la population palestinienne, affamés et poussés au bord du gouffre. Les aides humanitaires arrivent difficilement dans la bande de Gaza au moment où d'importants pays donateurs ont annoncé la suspension de leur aide à l'UNRWA. Et la bande de Gaza fait face à une crise humanitaire critique sans précédent. L'une des principales causes, la suspension de l'aide cruciale de l'UNRWA, une décision qui vient confirmer une énième fois la politique d'extermination menée par l'occupant sioniste qui bafoue à sa guise tout principe humanitaire, nous dit Majda Jahmouna.
Dans un tournant alarmant et inattendu, l'UNRWA, principale bouée de sauvetage pour plus de 2 millions de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, est pointée du doigt par l'entité sioniste qui veut justifier ses crimes en essayant de détourner les regards loin de la réalité du terrain. Une attitude cautionnée par 13 donateurs dont des puissances internationales telles que les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la France qui ont suspendu leur aide à cette organisation. Une décision qui soulève des inquiétudes quant à l'avenir des civils déjà confrontés à des menaces de génocide et de famine artificielle. Le financement crucial de l'Agence pour les réfugiés palestiniens, provenant principalement des pays suspendant leur soutien, est au cœur des tensions. Ces sanctions, motivées par divers facteurs, incluent les efforts de l'entité sioniste pour éliminer cette institution symbolique des résolutions internationales sur le retour des réfugiés palestiniens. L'entité sioniste cherche à politiser la question, tandis que des motivations de l'entité sioniste et des États-Unis tentent de transformer l'aide humanitaire à Gaza en un financement politique conditionnel, créant ainsi une pression sur les Palestiniens sous forme de chantage humanitaire. Cette décision critique survient dans le sillage d'allégations sérieuses concernant 12 employés de l'UNRWA impliqués dans des attaques du 7 octobre dernier. Amnesty International, bien que reconnaissant la nécessité d'une enquête indépendante, souligne avec vigueur que les agissements présumés de quelques individus ne devraient pas justifier un châtiment collectif. À peine quelques secondes après les fausses accusations de l'ennemi sioniste contre 12 employés de l'UNRWA, sur un total de 13 000 travaillant pour l'agence dans la bande de Gaza, les États-Unis et les principales forces européennes, principaux bailleurs de fonds de l'UNRWA, se sont précipités. Cette vague d'accusations, toute infondée, semble être un prétexte pour prononcer des peines de mort et éradiquer le peuple palestinien. C'est un crime de guerre à tout égard. Il est impératif d'arrêter cette démarche et d'empêcher l'exécution du peuple de Gaza par de telles décisions. N'oublions pas que l'UNRWA fournissait certains services en Cisjordanie ainsi que dans les camps au Liban et en Syrie. C'est presque une condamnation à mort et il est crucial de s'y opposer ainsi qu'aux criminels impliqués. La suspension de l'aide de l'UNRWA au peuple palestinien est une politique criminelle, à un moment où il est nécessaire de renforcer l'aide aux civils innocents. Couper les secours aggrave la situation, imposant un fardeau et une pression supplémentaires. Cela constitue une violation flagrante de toutes les lois internationales et humanitaires. La communauté internationale doit intervenir immédiatement pour mettre fin à cette mascarade et fournir une assistance urgente aux Palestiniens. الدولية والإنسانية والمحلية لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يسارع فورا في إيقاف هذه المهزلة. Face à cette crise, Amnesty International exprime son indignation envers les gouvernements qui, au lieu de tenir compte des avertissements de la Cour internationale de justice, ont choisi de suspendre le financement d'une organisation cruciale pour les civils de Gaza. L'ONG souligne également le paradoxe saisissant de certains de ces gouvernements qui continue d'armer les forces sionistes malgré des preuves accablantes d'utilisation de ces armes pour des crimes de guerre et de violations graves des droits humains. Et en Belgique, des centaines de sympathisants avec la cause palestinienne ont convergé vers la capitale Bruxelles, unissant leurs voix dans un élan de solidarité exceptionnel envers le peuple palestinien qui endure une situation humanitaire catastrophique depuis près de 4 mois. Ils sont venus de France, de Hollande et de Belgique pour dénoncer une tragédie quotidienne largement ignorée. Certains ont parcouru le chemin à pied, soulignant ainsi leur profond engagement envers cette cause. Une voix collective se lève pour condamner l'injustice et appeler à briser le silence qui entoure la situation critique de tout un peuple, soulignant l'importance de l'action internationale pour mettre fin aux souffrances persistantes des civils palestiniens. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 52e réunion du comité ministériel conjoint de suivi
OPEP et non OPEP. Au cours de cette réunion, les ministres ont discuté de la situation actuelle du marché pétrolier mondial et de ses perspectives à court terme. Les membres du comité ont également évalué le respect des engagements de limitation de la production des pays de l'OPEP+, pour le mois de décembre 2023. À l'issue de la réunion, Al-Qab a indiqué que les pays de l'OPEP+, surveillent attentivement et de manière constante l'évolution du marché pétrolier international, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur ses fondamentaux. Et l'aide financière exceptionnelle octroyée aux étudiants de nationalité palestinienne inscrits au sein des établissements de l'enseignement supérieur algérien a été fixée sur un arrêté interministériel publié dans le dernier journal officiel. Cette aide est octroyée durant les mois de janvier, février et mars de l'exercice 2024, stipule l'arrêté, ajoutant que l'accès aux bénéfices de cette aide financière peut être prorogé, le cas échéant, selon les mêmes modalités. L'aide est imputée au budget de l'État et qu'elle est applicable exceptionnellement au chapitre des bourses nationales, bourses des étudiants étrangers, du budget des directions des œuvres universitaires relevant de l'Office national des œuvres universitaires. Elle est versée aux étudiants de nationalité palestinienne sur la base des listes nominatives adoptées par les services du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger et visée par les services du ministère des Finances et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Au volet international, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, a effectué hier une visite en Afrique du Sud pour prendre part à des réunions sur la question sahraoui. À l'invitation du gouvernement pour prendre part à ces réunions avec de hauts fonctionnaires sud-africains. Les discussions ont porté sur la question du Sahara occidental et pour rappel, et à l'issue de l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution qui proroge jusqu'au 31 octobre 2024 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, le représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU, Martinus Vanchklawiki, avait réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de Staffan de Mistura pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, prévoyant l'autodétermination du peuple sahraoui. Au Maroc, la soif menace les Marocains et risque d'aggraver encore plus une situation déjà précaire. Le manque de pluviométrie fait face à l'inertie du Makhzen. Pire encore, ce dernier a entraîné les pays dans des transactions avec l'entité sioniste pour des exploitations agricoles qui consomment beaucoup d'eau, telles que les cultures d'avocats et même de cannabis, au détriment du peuple marocain. Alors Hamouche et les précisions. Le Maroc frappé de plein fouet par une pénurie d'eau potable sans précédent. Une situation qui est en train de peser sur l'approvisionnement des foyers en eau potable, notamment dans les zones rurales. Une sécheresse qui fait craindre le pire dans un pays où la situation socio-économique ne cesse de se dégrader. Plusieurs manifestations ont été d'ailleurs organisées pour dénoncer cette situation. Sur ces images, plusieurs centaines de Marocaines sont sorties dans les rues pour réclamer le droit à l'accès à l'eau potable. Un mouvement qui est d'ailleurs aujourd'hui appelé au Maroc la révolution de la soif. Réveillez-vous mes frères et sœurs marocains, la sécheresse est en train de nous tuer à petit feu. Je crains le pire mes frères. Comme vous l'avez vu à la télé, les autorités ont limité les activités liées au lavage auto et au hammam à 3 jours seulement dans la semaine. La situation est critique, ils ont évoqué la construction d'une station de dessalement à l'horizon 2030. Donc il faudra patienter 6 ans avec cette pénurie d'eau. Les pénuries d'eau au Royaume, la flambée des prix des carburants et des produits de première nécessité pourraient allumer la mèche, affirment les observateurs. Mes parents vont mourir à cause de la sécheresse. Aidez-nous. Nous vivons un enfer ici. Akhnouch, tu es un mafieux. Il faut s'en aller et nous laisser tranquilles. Alors que le spectre de la soif plane sur des millions de Marocains, le Makhzen autorise une entreprise sioniste à cultiver l'avocat. Un fruit qui absorbe annuellement un volume d'eau équivalent aux besoins de 3 millions de Marocains. Pire encore, selon les spécialistes, une grande partie des ressources hydriques du pays est utilisée dans l'irrigation des champs de cannabis. Une pratique encouragée par le Makhzen désespérément dans le but de fixer les populations dans leur région. Comme je l'ai toujours dit, le gouvernement d'Akhnouch est un gouvernement de voleurs.
La crise de l'eau hante les Marocains et ce depuis des mois. Ils passent des heures devant les pluies à attendre pour avoir enfin de l'eau. Face à une situation chaotique, le Marzen reste démissionnaire et ne réagit pas pour remédier à la situation et assurer la disponibilité de cette denrée vitale. Retour chez nous, et aujourd'hui le ministre de la Communication Mohamed Lagab a rappelé lors d'une rencontre amicale avec la presse sportive le rôle de la presse sportive dans l'accompagnement du mouvement sportif national. Lagab a également exhorté l'ensemble des journalistes à respecter et à appliquer la déontologie tout en s'appuyant sur la loi 2023 sur l'audiovisuel. À la fin de cette rencontre, le ministre de la Communication Mohamed Lagab a répondu aux préoccupations des journalistes sportifs. Je vous propose d'écouter le ministre de la Communication Mohamed Lagab. Il est au micro de Mokhtar Hammani. C'est une rencontre amicale et fraternelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire passer un message que le journalisme sportif est une science, un art, un message et surtout une responsabilité. Et les journalistes aujourd'hui doivent être responsables dans la manière de traiter l'information et dans le choix de leurs invités. Et de la rédaction sportive de Canal Algérie, Saïd Flek revient sur la phase allée du championnat de Ligue 1, dominé par le Mouloudia d'Alger, sacré champion d'hiver, mais qui devra lutter jusqu'au bout pour remporter le titre après 14 ans d'attente. Regardez. Avec 36 points récoltés sur les 45 possibles, le Mouloudia d'Alger a été l'auteur d'un parcours exceptionnel, terminant la phase allée avec 11 victoires, 3 nuls et une défaite concédée lors de la deuxième journée à Constantine face au CSC. Les Verts et Rouges ont fait forte impression, dominant jusque-là le championnat de bout en bout, avec cette première place acquise dès la première journée. Le MCA a pu compter notamment sur un Youssef Belaili de retour en Algérie l'été dernier et qui a su guider son équipe aux victoires. L'international algérien continue d'ailleurs d'être le meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations, bien qu'il ait manqué les 4 derniers matchs de son équipe en raison de sa participation à la CAN. Le Mouloudia peut se targuer d'avoir la meilleure attaque du championnat avec 33 buts inscrits, mais pas la meilleure défense qui revient au Paradou AC, qui n'a encaissé que 6 buts en 15 matchs. Un retour en force du PAC qui termine cette première phase du championnat à la 3e place, loin du parcours catastrophique de la saison dernière. Une 3e place qu'occupe également l'USM Alger avec 26 points qui, après un début de championnat très compliqué, ponctué par le départ de son entraîneur Abdelhak Benchicha, a su revenir très fort en dépit de sa défaite surprise concédée à domicile mercredi soir devant le CS Constantine qui a mis un terme à sa belle série de 6 victoires de suite. Une contre-performance qui a profité au CRB Louisette qui prend seul la 2e place avec 28 points et un match en retard à disputer encore face au MC El Beyed. Un autre succès des gars de l'Aqiba et ces derniers se retrouveraient à 5 points du MCA. Avec 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites, les deux clubs de l'Est, l'ES Sétif et le CS Constantine, ont alterné le bon et le moins bon, marquant beaucoup de buts, mais ont fait preuve d'une certaine fragilité défensive. À la 7e place, on retrouve l'USM Khenchla, 23 points, qui reste sur la même lignée que la saison dernière, alors que la JS Kabylie, 8e, semble manquer cruellement d'ambition cette saison encore et continue de décevoir son large public. La JS Sawa se positionne à la 9e place avec 22 points, juste avant une belle équipe de Biskra qui, malgré la crise financière qui frappe le club, a su se montrer solide. 11e, le MC El Beyed aura vécu une phase allée cauchemardesque en raison de cet accident de la circulation qui a coûté la vie au gardien Zakaria Bouziani ainsi qu'à l'entraîneur adjoint Khalid Meftah. Un drame qui a ébranlé le football algérien et qui a fait mal à l'équipe, qui a su néanmoins se relever après cela et espère désormais assurer son maintien rapidement. Le NC Magra et l'AS Ochlef 12e et 13e respectivement perdent du terrain progressivement et se rapprochent des profondeurs du classement alors que l'ES Benaknoun, premier non relégable, continue de croire en son maintien. Le MC Oran, avant-dernier, espère vite se relever et compte sur un mercato hivernal réussi pour se remettre sur le droit chemin et éviter la relégation. Une relégation qui semble inéluctable toutefois pour le premier, l'US Souf, qui comptabilise 4 petits points au compteur.
Comme chaque saison, la valse des entraîneurs a marqué cette phase aller et seuls le MCA et l'US Biskra ont gardé le même entraîneur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal préparé par Salim Ben Saïdi, Adel Bouhames, réalisé par Youssef Hatem. Prochain rendez-vous de l'information, c'est la rédaction anglophone à 23h. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.